Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Place à votre grand angle dans lequel on va évoquer l'itinéraire de ces jeunes femmes originaires du Nigeria prises au piège de réseaux de prostitution. Quand le rêve d'une vie meilleure en Europe se transforme en cauchemar, chaque année, des dizaines de jeunes femmes originaires du Nigeria sont donc prises au piège de réseaux criminels. Des jeunes femmes sous l'emprise d'un système de croyances traditionnelles et qui doivent se prostituer pour rembourser des dettes colossales. Pour en parler avec nous, Armandine Pena, journaliste, photographe. Vous venez de sortir cette bande dessinée, Le silence de Juju. C'est aux éditions Faubourg, une bande dessinée que vous avez signée avec Diane Morel également. C'est l'itinéraire d'une jeune Nigériane de la prostitution à l'émancipation. On va revenir sur cette bande dessinée passionnante dans un instant. Et puis avec nous également, en plateau, Kathleen Tayeb. Vous êtes avocate au barreau de Paris et puis vous défendez lors de procès de nombreuses victimes de la traite des êtres humains. C'est donc un sujet que vous connaissez parfaitement. Je vais commencer par vous, Armandine Pena. C'est l'histoire donc de l'une d'entre elles, de ces jeunes femmes originaires du Nigeria que vous racontez dans cette bande dessinée. Déjà, comment vous est venue l'idée de raconter cette histoire en bande dessinée? Cette histoire, ce sujet, c'est un sujet fil rouge de ma vie de journaliste parce que j'étais journaliste dans les années 2000 au Maroc. À l'époque, elle passait par là et j'ai pu rencontrer des femmes qui partaient vers l'Espagne. À l'époque, j'ai pu aller au Nigeria en reportage, en enquête à la source de la filière. Et puis, quand je suis arrivée à Nantes, des années plus tard, j'ai retrouvé des femmes nigérianes sur les trottoirs. Nantes était une plaque tournante importante de cette traite. Et quand on m'a proposé de faire cette BD pour reprendre un peu tout ce sujet fil rouge à travers l'histoire d'une femme, j'ai pensé que c'était une bonne idée, une bonne entrée pour sensibiliser sur ce sujet. On va rentrer un petit peu plus dans la vie de ces jeunes femmes dans un instant. Kathleen Tayeb, est-ce que c'est une situation qui est en augmentation? Ça commence à aller mieux grâce au procès, grâce à la justice? Où est-ce qu'on en est actuellement de ce sujet? En réalité, il y a eu une très grande vague migratoire qui a eu lieu entre 2012 et 2014. Et puis, donc, forcément, beaucoup de jeunes femmes qui sont arrivées sur le territoire français. Le temps de la prise de parole pour elles et le temps de l'enquête et le temps de l'instruction étant tellement long, on fait que les procès sur ces dossiers-là sont relativement récents, remontent aux 2 dernières années et encore certains qui arrivent bientôt. Donc, pour vous répondre, je dirais que ça s'est un peu arrêté. Il y a eu un grand pic il y a quelques années, et puis qu'aujourd'hui, ça s'est relativement stabilisé. Ces jeunes femmes prenant la parole et réussissant à être un peu aidées. Vous dites prenant la parole, puisque jusqu'à maintenant, il y avait une certaine omerta dans ce... Oui, parce que c'est très difficile d'oser prendre la parole. Comme vous le verrez, on va en discuter, je pense, mais elles ont une crainte, notamment du juju, de leur prise de parole, mais aussi de représailles de la part de leurs exploitants et du système dans lequel elles sont prises au piège. Donc effectivement, c'est très difficile et elles ont une crainte aussi de la justice française à la base, qu'elles ne connaissent pas. On va revenir effectivement sur ces histoires humaines avec vous, Armandine Pena. Déjà, pour que l'on comprenne bien, on parle de très jeunes femmes, entre 13 et 18 ans, c'est cela? Non, en fait, le personnage de cette histoire est mineur, mais des fois, elles peuvent arriver majeures. Il peut y avoir des majeurs parmi celles-là. D'accord. Donc, on revient à leurs histoires. Elles sont jeunes en général. Elles sont jeunes en général. Ce sont des jeunes femmes qui viennent donc de villages du Nigeria, qui souhaitent donc une vie meilleure en Europe. Comment elles se retrouvent dans cette mésaventure, j'ai envie de dire? Bon, vous l'avez dit, le rêve d'une vie meilleure, mais souvent il y a déjà aussi des violences intrafamiliales ou des histoires compliquées au départ, et puis un recrutement, une opportunité. Même si ça se sait maintenant que c'est la prostitution qui les attend, mais est-ce que la prostitution, qu'est-ce que ça veut dire dans leur tête? Parce que pourtant, je vous coupe une seconde, mais dans votre livre, elles sont étonnées pourtant, ces jeunes femmes, de ce qui les attend. Elles pensent aller dans un restaurant on le voit sur l'image qui est en train de passer en bas, là. Elles peuvent se dire que c'est peut-être escorte ou escort girl ou une autre forme de prostitution. En tout cas, elles ne se doutent pas que ça va être une prostitution aussi violente, de tailler des pipes à la chaîne dans des parkings. Ou, voilà. Et après, évidemment, il y en a peut-être qui sont plus éloignés de la prévention et qui ont pas eu vent des histoires et qui savent peut-être pas exactement. Mais à l'heure actuelle, il y a eu quand même beaucoup de travail de sensibilisation aussi au Nigeria. Alors, au départ, il y a effectivement ce rêve d'une vie meilleure, mais pour cela, il faut qu'elle paye une dette auprès d'une personne. Vous allez nous expliquer ça. Et cette dette, elle est tout simplement énorme. On parle de plusieurs milliers d'euros.
Ouais, de 30 000 à parfois 60 000, même plus, hein, peut-être 80 000, j'ai entendu. En fait, avant de partir, on leur demande de passer un pacte. Un serment d'allégeance avec la personne qui va les sponsoriser pour aller jusqu'en Europe. En gros, c'est une sorte de sponsor pour aller en Europe, si on comprend bien, c'est ça? C'est le mot qu'elles utilisent, mais c'est quelqu'un qui va payer le voyage et qui va après leur demander de travailler pour rembourser ce voyage. Mais entre-temps, ce qu'elles doivent rembourser, c'est pas du tout le prix du voyage, c'est complètement exorbitant. Et voilà. Et après, elles sont piégées par le fait qu'elles doivent rembourser cette dette. Et ce pacte, peut-être revenir sur le titre de la BD, Le silence du Juju. Et non pas Juju comme j'ai prononcé. Ouais, c'est ça, mais ça viendrait du mot joujou en français, Juju. En fait, c'est une instrumentalisation de rites traditionnels. En fait, c'est un prêtre traditionnel qui est au service du proxénète, de la proxénète, le plus souvent une madame. Qui va demander à la jeune candidate pour l'Europe de jurer devant les esprits que, justement, arrivée en Europe, elle travaillera pour rembourser cette dette et qu'elle se taira. D'où le silence du Juju. Et c'est ce pacte, ce serment d'allégeance qui est au fondement de cette emprise qui tient cette filière, qui fait la particularité de cette filière et qui tient ces femmes dans une emprise où il y a plein de personnes qui ont intérêt, de la famille jusqu'à la proxénète à la fin, les passeurs, tous les gens qui ont un intérêt financier pour qu'elles travaillent et elles se taisent. Et Khatine Dayeb, c'est là où en fait le système se referme sur elle, puisqu'effectivement, ces croyances, ce système de croyances est très important au Nigeria, en particulier donc dans l'État d'Edo, dont les filles sont originaires. Là, ça y est, comme je le disais, le piège se referme. Oui, il faut bien comprendre que pour nous, ça peut paraître un peu folklorique, hein, mais en réalité, pour elle, c'est du droit coutumier. C'est-à-dire que le juju, c'est vraiment un prêter serment, l'équivalent pour nous de prêter serment devant une cour ou devant un juge. Donc, elles ont une croyance viscérale. Pardon, allez-y. Oui, juste pour qu'on comprenne le juju, donc pour que vous nous le décriviez, qu'est-ce qu'on met dans ce juju, en fait? Le juju, c'est le serment qu'elle prête devant ce jujuman, ce sorcier, peu importe au final comment il est appelé, mais en réalité c'est une cérémonie qui est très importante. Moi, quand elle me la décrivent, alors j'ai lu le livre, elle est relativement bien décrite dedans, c'est qu'elles doivent donner des éléments, des poils pubiens, des serviettes hygiéniques, des dessous, elles doivent manger des choses, promettre des choses, donc c'est quelque chose qui est extrêmement lourd pour elles et au cours duquel elles risquent leur vie, hein, et elles donnent en serment le fait qu'elles vont obéir et se taire, sans quoi eh bien, il pourra arriver malheur à elles ou à leur famille et à leurs proches. Et donc, c'est tout ça, moi, qui fait que les jeunes femmes n'osent pas aussi prendre la parole. Même une fois arrivées en France, il y a cette sorte d'omniscience. Elles n'osent pas porter plainte, c'est ça que vous voulez dire, puisqu'elles craignent pour elles, mais surtout pour leur famille. Moi, bien sûr, j'ai des clientes qui subissent encore aujourd'hui des pressions et des menaces, ou pour avoir pris la parole, ou pour les empêcher de le faire, que ce soit au pays ou que ce soit ici en France. Et évidemment que le juju a un rôle là-dedans, ou le fait que parfois c'est des réseaux très puissants qui font qu'ils sont un peu... J'ai assisté aux cérémonies que je décris dans cette bande dessinée. Alors c'était dans les années 2000, mais malheureusement c'est toujours cette façon de faire qui est au fondement de l'emprise qui est mise en place autour de ces filles. On va revenir dans un instant aussi sur les filières, la vie après effectivement ce juju, mais je voulais juste qu'on revienne sur un élément historique qui a un peu changé la vie de ces jeunes femmes. C'est en 2018, l'Oba de l'État d'Edo, qui est le roi de cette province et qui a beaucoup d'influence, eh bien, il a décidé de mettre un terme à ces pratiques que vous venez de décrire. Dans un discours filmé et retransmis partout, il a prononcé l'annulation de tous les serments prêtés par ces jeunes femmes. Concrètement, Amandine Pénat, est-ce que ça a changé quelque chose pour ces jeunes femmes? C'est sûr que ça a été un gros grain de sable dans les rouages bien huilés de cette filière. Les femmes dansaient sur les trottoirs quand elles ont appris ça. Ça a été comme un déclic pour certaines qui ont après osé davantage parler et porter plainte. Après, ça ne résout pas tout parce que y a toujours cette peur des représailles. Et puis, le chemin est long justement pour oser parler, être entendu. Et en plus, on ne sait pas trop comment les choses ont bougé. Est-ce que après les réseaux mafieux sont allés un peu plus loin que l'État d'Edo parce que cet Oba du Bénin, il avait une influence que sur un secteur. Et comment? Parce que la filière trouve toujours les moyens de continuer son travail,
son exploitation pour gagner de l'argent. En parlant de filière, justement, il y a une carte impressionnante également dans votre BD, c'est le parcours de ces jeunes femmes. En 2 mots, vous nous le présentez, elles passent donc du Nigeria, elles traversent une partie de l'Afrique, elles vont en Europe, et à chaque fois, c'est de la pression, on confisque le passeport, c'est vraiment horrible comme parcours. À chaque fois, elles passent de main en main, de haut bas en haut bas, de passeur en passeur. La traversée de la Libye, il y a eu pas mal de témoignages, hein, c'est vraiment l'enfer. Après, la traversée de la Méditerranée, quand on ne sait pas nager. Avec tous les risques. Et après, elles arrivent en Italie et puis elles sont vite récupérées pour aller à leur destination finale. Kathleen Tayeb, je disais, on leur confisque parfois leur passeport pour qu'elles puissent, ou même leur téléphone, pour qu'il n'y ait plus de contact avec leur pays d'origine. Oui, mais c'est pas tant les passeports parce que beaucoup passent par la terre et par les voies de bus. Mais effectivement, de toute façon, il y avait le juju, donc elles n'avaient pas l'idée de fuir et elles ne l'auraient pas fait. Mais quand bien même, effectivement, on peut leur confisquer, on peut les faire peur, on peut les contraindre. Puis une fois qu'elles se retrouvent au milieu de la Libye, elles sont complètement... Enfin, moi, elles me racontent, mes clientes, c'est un cauchemar absolu. Le souvenir qu'elles ont de leur parcours en Libye, de leur traversée en bateau, quand c'est la première fois qu'on voit la mer en pleine nuit, qu'on doit prendre un petit bateau de fortune qui va être rempli de centaines de personnes. Voilà, donc c'est effectivement une pression totale, une emprise en réalité, dont elles sont prisonnières. Comment les autorités et la justice nigérienne agissent contre ces réseaux, justement? Nigériane, c'est compliqué. Nigériane, il y a très peu de coopération, justement, avec nos pays et la France et l'Europe. Et en France? Et en France, on fait de notre mieux. En France, il y a de plus en plus de choses qui se passent bien, des enquêtes, des services d'enquête qui sont dédiés à ces questions de traite, qui deviennent de plus en plus spécialisés. Donc ça, c'est très bien. On a aussi des questions, des procès qui arrivent et des procès qui viennent criminaliser cette question parce qu'il y avait beaucoup de dossiers qui étaient correctionnalisés. Là, il y a la question de la traite qui est des êtres humains qui arrivent au cœur du sujet, pas que le proxénétisme aggravé, pas que le proxénétisme contre des mineurs, parce qu'effectivement, elles sont nombreuses à être mineures. Et donc, c'est très bien aussi cette visibilité, le fait que la justice s'empare de ces questions-là. Il y a un procès d'ailleurs oui. Cet été. Oui, il y a un procès cet été. En réalité, il y en a 2, mais il y en a un, c'est la fin d'un très gros procès qui revient aux assises en mai. Et sinon, c'est sur 2 semaines, juin-juillet, fin juin, début juillet, un procès qu'on appelle donc des Mafites, mais qui est en réalité d'un culte nigérian, qui est une confrérie nigériane étudiante à la base, qui a des penchants criminels, une partie qui s'adonne à des activités criminelles, dont la traite des êtres humains. Et c'est très rare, et je dirais même que c'est unique, que ces personnes-là soient jugées en France. Et c'est le cas devant une cour criminelle, donc c'est un vrai succès, à ce stade en tout cas. Kathleen Tayeb, ça c'est pour le volet, Armandine Pénap, ça c'est pour le volet effectivement juridique que vient de nous expliquer Kathleen Tayeb. En ce qui concerne ces jeunes femmes, qu'est-ce qu'elles deviennent ensuite? Est-ce qu'elles retournent au pays? Est-ce que des associations en France ou en Italie les prennent en charge? Vous avez sans doute des retours de leur vie d'après. Après, en France, surtout, ce que je vois sur le terrain en France, c'est qu'il y a de plus en plus d'associations qui les accompagnent, notamment dans le cadre des parcours de sortie de prostitution mis en place par la loi de 2016. C'est le volet social de cette loi qui a supprimé le délit de racolage et qui pénalise les clients. Il y a aussi des femmes qui sont accompagnées en dehors de ces PSP qui ne sont pas suffisants. Il n'y a pas encore assez de moyens. Il y a beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, c'est des accompagnements renforcés qui leur permettent de trouver leur stratégie d'émancipation et d'essayer de se construire un autre avenir avec des titres de séjour provisoires, la possibilité de refaire des demandes d'asile, la première ayant souvent été faite sous la base de faux récits. Donc il y a eu un refus du statut de réfugié. Là, elles peuvent être accompagnées par les associations qui font un travail incroyable d'essayer d'avoir ce statut de réfugié, notamment quand elles ont aussi porté plainte, ça peut les aider à avoir des titres de séjour. Et après, Et ça arrive parfois qu'elles retournent au Nigeria, et si oui, comment sont-elles accueillies? Je pense qu'à moins d'être forcées, peut-être. Très peu. En tout cas, moi, des expériences que j'en ai, elles ne peuvent plus y retourner. Tout simplement, leur famille, elles ne vont pas y retourner. Elles ne peuvent plus y retourner. Elles vont rester en France et se construire une vie en France avec toutes les difficultés. Et tous les traumas sur lesquels elles vont devoir travailler aussi. Enfin, dépasser. Bien sûr.
Et là, une question pour conclure à vous, Khalfin Tayeb, en 2 mots, s'il nous reste 20 secondes. Quelle est la situation actuellement, au-delà du point de vue judiciaire? Ça commence effectivement, ça commence à intéresser les autorités également, ce sujet? Bien sûr. Voilà, en 2 mots. Oui, ça intéresse. On a compris le phénomène, on essaye de l'expliquer et de l'endiguer. Voilà, du mieux possible. Mais ça reste quand même la traite des êtres humains, nigériane, mais par ailleurs, reste un fléau majeur. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle votre livre, Armandine Pénal, Le silence du Juju, que vous avez sorti donc avec Diane Morel. Merci à toutes les deux pour ce grand angle passionnant.